Ok, on en est vraiment là, du divertissement populaire? Alors déjà, remplacer Henry Cavill par Christopher Reeve, c'est quoi ce foutage de gueule? Le mec, il est tout cuss. C'est ça, Superman? Et c'est quoi ce costume? C'est un pyjama? Les Kryptoniens qui se font enfermer dans une vitre dès le début, là, dans cette introduction qui est interminable. C'était obligé, le truc ne revient pas dans le film, c'est juste pour la suite, c'est du sequel bait de bas étage. Ils peuvent pas faire un film qui suffit à lui-même au lieu de faire des putains d'univers étendus. Et le respect aux fans, bon, chapeau, Gene Hackman est même pas foutu de se raser la tête pour jouer Luthor, voilà, ou de foutre un faux crâne, je sais pas. Quant à la diversité du cast, bon, on est en 2025 là. Et surtout le personnage principal qui a aucun arc narratif, c'est sérieux? Il a évolué, Clark Kent, à la fin? Non, c'est toujours le même. Sans déconner, la nostalgie multicolore et bariolée, là, il y en a marre. Et alors ne parlons même pas du plan de Luthor qui est complètement absurde et américano-centré. C'est trop demandé d'impliquer autre chose que les États-Unis dans le scénario. Il suffit pas de parodier l'isolationnisme de Trump pour donner un message. There you are. Bon, bah, enfin un film de comic book qui ressemble à un film de comic book. Ça change quand même de la boue grisâtre habituelle avec des focales neutres. On va pas se mentir. Alors, 3 choses que le Superman de James Gunn fait, selon moi, très très bien. La première chose, et beaucoup de gens en ont parlé, c'est de proposer une esthétique qui lui appartient. Et ça, dans le domaine du divertissement grand public aujourd'hui, c'est quelque chose de très très rare. On aime ou on n'aime pas son approche notamment des couleurs très pétantes, cet étalonnage très particulier. Ça n'empêche pas que les choix visuels sont extrêmement raccords avec le matériau de base. Parce que les comic books américains super-héroïques, ça passe notamment par un jeu sur les perspectives, c'est des personnages qui sont souvent dans des poses assez iconiques, qui sortent de la page, il y a un jeu vraiment sur la distorsion, on va dire, des perspectives, des membres, enfin il y a des choses assez intéressantes visuellement qui se passent. Et au niveau de l'adaptation de James Gunn, ça passe notamment par l'usage des courtes focales. Vous savez, c'est ces objectifs qui permettent en fait de filmer très proche des sujets, ce qui donne un rendu très large. Et plus on est proche d'un sujet, en fait, plus le sujet est déformé. C'est quelque chose auquel on est peu habitué au cinéma. C'est un truc que James Gunn fait beaucoup depuis, si je dis pas de bêtises, Les Gardiens de la Galaxie 3, où il a fait ce plan séquence d'action qui est devenu assez iconique du film, qui était vraiment avec des très courtes focales, qui donnait vraiment l'impression d'être au milieu de l'action. Et avec Superman, il a appliqué en fait cette esthétique à tout le film. À ce niveau-là, c'est marrant parce qu'il a vraiment inversé la démarche de Zack Snyder à tous les niveaux. Chez Zack Snyder, on avait un Superman dont l'enjeu, en fait, c'était d'accepter son statut de symbole, de dieu. Et Snyder le filmait souvent avec des longues focales. Comme si, en fait, c'était filmé par des caméras internes à cet univers-là, par des personnages vraiment internes à cet univers-là, et qui le filmaient de loin. Snyder, il nous plaçait du point de vue, en fait, de l'humanité qui regarde cet être qui est complètement autre. Mais comme James Gunn, lui, a retourné, en fait, l'enjeu, et en a fait l'enjeu de Superman qui doit accepter sa part humaine et la mettre en avant, ben, on se rapproche. On est avec lui, littéralement, et ça passe par les courtes focales. C'est quand même vraiment bizarre qu'il ait fallu attendre 2025 pour, dans un film de super-héros, quelque chose adapté d'un comic book, on puisse avoir ce type d'esthétique. Et ça, je pense aussi que ça tient, enfin, il y a des exemples par-ci par-là, mais je pense que Superman le pousse encore plus loin. Et je pense que ça tient aussi au côté très paradoxal des courtes focales, parce que dans le domaine de la fiction, en fait, c'est pas quelque chose qui est associé au réel. Ça déforme l'espace, donc ça déforme les perceptions. Les courtes focales, c'est l'aliénation, c'est le rêve, c'est la folie, douce ou pas, c'est le décalage au sens large. Bonne nuitée les petits hauts. Quand Yorgos Lanthimos utilise plein de courtes focales pour filmer La Favorite ou Pauvre créature, récemment, c'est pour montrer le côté désuet de ces personnages qui sont absurdes et qui sont coincés dans la maison de poupée géante qui est leur vie. Le paradoxe, c'est que dans la vraie vie, c'est des focales en fait et un type d'esthétique qui est très associé justement au réel. Parce que les courtes focales, c'est quoi? C'est les GoPro, par exemple, donc ce qu'ils appellent les action cameras, c'est-à-dire des caméras qui nous suivent dans le feu de l'action, qui captent la réalité pour ce qu'elle est, sans filtre entre nous et cette réalité. Les courtes focales, c'est associé aussi à nos smartphones. Voilà, on a tous joué avec la courte focale de l'appareil photo sur notre smartphone pour faire des photos horribles de gens, et se marrer toute une soirée à se montrer nos têtes déformées. Donc il y a une dissonance un peu marrante à ce niveau-là, où notre rapport à une même esthétique, pas du tout la même. Donc je trouve ça plutôt cool que James Gunn puisse développer ce look et cette approche à une échelle vraiment très grand public et un petit peu malmener les habitudes visuelles qu'on a. La deuxième chose que le film fait très bien, je trouve, c'est réintroduire une vraie notion de physicalité dans ce type de film. Au sens où ça fait une vingtaine d'années qu'on se tape des films d'action à CGI avec
des personnages élastiques, des corps en mousse. Des corps dont on ne comprend pas le fonctionnement. On ne sait pas ce qui les blesse, on ne sait pas ce qui les affecte. Les personnages sont blessés pour des raisons narratives, mais pas parce qu'il y a une logique dans cet univers qui consiste à dire ce type de corps est soit comme le nôtre, blessable de la même manière, soit il obéit à ces règles-là. Et du coup, tu ne comprends pas où tu peux commencer à t'investir, où tu peux commencer à ressentir du danger. Cette question, ça paraît une évidence, mais c'est vraiment une question que se posent très très peu de gros films. Et Superman, je trouve, réintroduit cette notion de façon assez intéressante. Parce que Superman, c'est une impasse, ce personnage, de toute façon. Toutes les adaptations de Superman, tôt ou tard, se sont frottées à ce problème. Qu'est-ce que tu fais d'un personnage invincible, narrativement ? Bien sûr, ils essayent de le vulnérabiliser par tous les moyens. La kryptonite, c'est la solution miracle, bien entendu, qui a été créée uniquement parce que les créateurs ont compris très rapidement qu'il n'y avait rien à faire et qu'ils s'étaient tiré une grosse balle dans le pied avec ce personnage. Et là, la démarche de James Gunn de, entre guillemets, l'affaiblir, il reste quand même apparemment le méta-humain le plus puissant de cet univers-là, mais de dire, pour reprendre ses propres termes, c'est pas un Superman qui peut détruire une planète en la frappant. L'échelle est revue un tout petit peu à la baisse pour qu'on puisse comprendre de quel type de puissance il s'agit. Et quand tu commences le film avec Superman qui est blessé, il n'est pas juste blessé. Il est blessé au sens où son corps est laminé. Tu comprends dès le début en fait que si tu appliques une certaine force sur ce corps-là, à un certain degré, eh ben ses os se pètent, ses organes internes sont touchés. C'est à ça que sert la scène dans la forteresse de solitude. C'est établir en fait, voilà comment fonctionne ce Superman corporellement. Voilà pourquoi vous allez vous sentir inquiet. Et tout au long du film, il y a une attention comme ça aux détails de physicalité, sur le contour de ses yeux qui est brûlé, son costume qui est affecté par les éléments extérieurs. Quand son costume brûle, il est roussi. Même la kryptonite, qui est habituellement un truc assez abstrait, d'affaiblissement de Superman, où d'un seul coup, je défaille la kryptonite. Là, le film met un point d'honneur à te montrer comment ça l'affecte, au sens où il y a une contraction de son corps, comme une sorte de truc qui le broie de l'extérieur. Le film est très très au fait de ça, il sait ce qu'il fait, et ça réintroduit cette notion de physicalité d'une manière qui m'avait vraiment plu, par exemple, dans la première saison de Daredevil. Quelqu'un qui s'essouffle, qui est fatigué, qui en peut plus, qui se prend des coups, qui a des hématomes, enfin... Il y a quelque chose, déjà avec la première saison de Daredevil, qui réintroduisait cette dimension de physicalité qui commençait à manquer, mais terriblement au genre. Après, Superman passe son temps à se faire dégnapper la tête dans ce film, du début à la fin. Peut-être trop, à un certain moment, parce que tu te dis, mais c'est vraiment le méta-humain le plus fort de cet univers ? Parce qu'il arrête pas de se faire tabasser, en fait. La troisième chose que le film fait très bien, selon moi, c'est d'avoir une vraie homogénéité. Et ce que j'entends par là, c'est que dans le circuit grand public, au niveau des blockbusters notamment, comme vous le savez, les réalisateurs et les réalisatrices, la plupart du temps, c'est des exécutants. Même s'ils ont beaucoup de talent à la base, ils n'ont pas le pouvoir de faire valoir des choix tranchés au-delà de ce qui a été déjà convenu avec le studio et au-delà de ce que le studio leur a demandé à la base. Et même quand ces réalisateurs ou réalisatrices sont issus du circuit arty et ont une énorme crédibilité, ça change rien. Je veux dire, Chloé Zhao avec Les Éternels, chez Marvel, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que c'est des exécutants qui n'ont pas forcément des compétences sur les scènes d'action ou les scènes qui sont propres à ce qu'on attend d'un blockbuster, en fait. Notamment les scènes très chargées en CGI et les scènes d'action. Comment les chorégraphier, comment les filmer, etc. Donc bien sûr, un réalisateur, c'est plus un chef d'orchestre. Il va bosser avec différents départements qui possèdent ces talents-là, et le réalisateur va convenir avec eux de ce que le réalisateur veut. Et c'est pour ça que les départements chargés de ces trucs-là font ce qu'on appelle des prévises, c'est-à-dire des pré-visualisations. Au niveau des effets spéciaux, ils vont faire en fait la scène en question modélisée avec des effets spéciaux pas terminés, vraiment très rudimentaires, juste pour montrer comment les plans se succèdent, à quoi approximativement les plans vont ressembler, et sur cette base-là, le réalisateur ou la réalisatrice va dire oui ou non. Et encore une fois, le non, ça marche jusqu'à un certain point, parce qu'après la pression des studios, la deadline, l'absence de budget au-delà d'un certain point, tu peux dire non, 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 et après, non, faut faire avec. Et ça fait que souvent, les réalisateurs et réalisatrices se retrouvent avec des résultats dans le rendu qu'ils aiment pas. Ils sont coincés avec. Okay. Does that look real? In that particular shot, no, actually. Chez les responsables des cascades, notamment le superviseur des cascades,
Les cascadeurs, dans leur gymnase, vont faire généralement une prévise en filmant avec leur téléphone, et ils vont filmer toute la scène d'action entre eux, avec les cadrages qu'ils proposent, les mouvements, les transitions entre plans et tout ça, voir comment ça fonctionne. Ils se soucient d'aucun truc technique. Il n'y a pas de lumière cinématographique, ils sont dans un gymnase, enfin vraiment, il y a juste le fait de filmer des mouvements. Et le truc, c'est que ces prévises-là en particulier sont la plupart du temps, mais tellement mieux que ce qu'on retrouve dans le film. Elles dégagent une putain d'énergie qui se perd toujours. Parce que quand t'es sur le tournage du film lui-même, d'un seul coup, il y a toute la dimension technique qui vient se mettre en travers. Il y a juste gérer une lumière pendant 3 heures pour changer un plan, s'adapter, truc, machin. On n'est plus juste entre cascadeurs, il y a aussi les acteurs principaux qui vont s'occuper de certains plans, qui vont moins bien réaliser certaines choses. La question de l'homogénéité justement entre les cascadeurs et les gens qui doublent se pose aussi. Bref, l'énergie se perd de tellement de manières, et ce qu'on retrouve dans le film, c'est souvent une version diluée de ce qui a été proposé à la base. Il y a des exceptions, hein. Matrix, quand tu compares les deux, ça tue dans les deux cas. Et le truc, c'est que quand les départements d'effets spéciaux, les départements de cascade font des prévises, ils les font à leur manière. Ils ont convenu d'une base avec le réalisateur, et ensuite, ils ont toute licence pour faire le truc du mieux qu'ils peuvent. C'est pour ça que d'un film à l'autre, quel que soit le style du film, certaines scènes d'action et certaines scènes très lourdes en CGI se ressemblent. Parce que c'est les mêmes départements qui s'en occupent. Et souvent, on leur demande de faire ça à la chaîne, donc ils n'ont même pas le temps et l'espace en fait, de renouveler leur approche. Leur style, on le voit. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux. Et tout ça fait que il y a plein de films où tu sens que c'est pas homogène au sens où tu sens qu'il y a plusieurs réalisateurs à la barre. Par exemple, Thunderbolts, récemment, la scène d'action avec Florence Pugh au début est très très bien chorégraphiée, elle est super chouette, je suis sûr que la prévise est encore mieux. Et tu sens quand t'entres dans certaines scènes que t'entres dans une mise en application d'une prévise qui a été décidée en amont et qui est pas forcément un style, on va dire, que pratique le réalisateur à côté. Il y a vraiment ces switch, ces moments de switch dans les films qui rendent le truc assez hétérogène. Là, le truc avec Superman, quand je parle d'homogénéité, c'est qu'à aucun moment j'ai eu l'impression d'un « Ah tiens, on saute dans une prévise »,« Ah tiens, on saute dans un autre truc »,« Ah tiens, ça a été travaillé à part ». Il y a une notion d'homogénéité de bout en bout. Après, c'est pas un film qui contient des chorégraphies d'arts martiaux, donc James Gunn n'a pas eu à demander à quelqu'un d'autre de s'en charger parce que lui, il n'est pas un expert en la matière, mais de bout en bout, par exemple, l'usage des courtes focales n'est pas uniquement pour les scènes d'action, c'est aussi pour tout le film. Il y a une esthétique qui est raccord de bout en bout, et tu sens que quand James Gunn a storyboardé ou s'est occupé vraiment de définir quels seraient les plans, que ce soit dans les scènes intimes ou les scènes d'action, il les a abordés de la même manière. Et ça fonctionne de ouf. J'ai vraiment l'impression que si on n'aime pas ce film, c'est beaucoup plus pour sa proposition de base que pour son exécution. Après, son exécution est loin d'être parfaite, on est vraiment d'accord. Narrativement, c'est un bordel pas possible. Mais après, ça, c'était forcé. On n'est plus dans l'industrie qui a vu naître Iron Man et Man of Steel. Ça a changé drastiquement. Gunn, il a beau diriger créativement d'ici, il doit jongler avec des trucs que les actionnaires lui ont imposés. À savoir, faire au bas mot 3 films en un pour lancer immédiatement un univers étendu et vendre du merch à des trentenaires dépressifs. Donc c'est presque un miracle en fait que ça soit pas encore plus bordélique. What do I have to say? What do you have to say for yourself, James Gunn? Alors, je vais pas trop revenir sur le scénario lui-même, parce que ça a déjà été décortiqué 12 000 fois. Juste une chose concernant la critique, comme quoi Superman, le personnage, n'aurait apparemment pas d'arc narratif. Je vous renvoie à la vidéo assez intéressante du scénariste américain Nicolas Curcio, que je suis sur Instagram, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il en parle déjà. Bien sûr que Superman a un arc, même si c'est un arc plus intérieur que d'avoir à faire l'éternel choix cornélien de la fin de l'acte 2. Mais quand bien même Clark n'aurait pas d'arc narratif, un personnage principal n'a pas besoin d'avoir forcément un arc pour pouvoir raconter un bon récit. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai quand même l'impression que la grande ambition de ce film, pour la résumer, c'est de proposer un divertissement innocent. Faute d'un meilleur terme. Et je dis pas innocent au sens naïf, qu'on se comprenne. Je veux pas dire un film qui est complètement aux fraises sur les tenants et aboutissants de ce qu'il raconte, et les symboles qu'il manie. Non, innocent, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire un film qui va quand même établir une sorte de pacte implicite avec son spectateur pour dire « Ne surinterprétez pas certaines choses ». Et là tu dis, est-ce que c'est possible un film innocent? Est-ce que c'est possible une œuvre innocente? Est-ce que c'est possible d'être innocent, tout court? Il y a un truc bien entendu qu'une œuvre est faite dans un monde, par quelqu'un qui perçoit ce monde, et tout ce qu'il va raconter, même si c'est le film le plus inoffensif du monde, va toujours être un regard sur ce monde. Il va choisir de raconter certains trucs et pas d'autres, et en soi c'est un choix. Donc c'est le fameux truc du « tout est politique » à ce sens-là. Et finalement, les seuls trucs vraiment innocents et inattaquables, c'est des films genre Flow, un film absolument mignon où tu vois juste des animaux qui essaient de survivre dans un monde post-apo.
Et encore, pour l'exercice, tu peux tout à fait t'amuser à pinailler là-dessus et trouver des symboliques critiquables. Je suis sûr que c'est tout à fait possible, et je suis sûr que si on fouille un tout petit peu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont fait des procès d'intention à flot. Ça peut se trouver. Bien sûr que ça peut se trouver. Mais voilà, quand je dis innocent, c'est vraiment avec cette idée d'une sorte de pacte implicite qui dit ne surinterprétez pas. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, comme vous l'avez vu en observant autour de vous, que autour de ce film, tout est devenu une sorte de test de Rorschach politique, pour reprendre l'expression des gars de Red Letter Media. Déjà avec ce débat lunaire sur le fait que est-ce que Superman est un immigrant ou pas. J'ai loupé un truc, mais enfin, oui. Enfin, c'est techniquement, concrètement, un immigrant créé par 2 immigrants. Fin du débat. Dans la manière dont le film sera reçu et parfois instrumentalisé, il y a un truc qui dépasse le film lui-même, forcément. C'est la même chose sur le conflit qui est montré, le conflit géopolitique international qui est montré dans le film. Conflit qui, bien entendu, a été dressé en parallèle avec ce qui se passe à Gaza et avec la guerre en Ukraine. Et le truc, c'est que, bien entendu, si tu sors le film à une différente époque, l'exact même élément de scénario sera mis en parallèle avec d'autres conflits. Alors, Superman, il n'est pas sorti à notre époque, il est sorti en 2025, James Gunn est un être humain en vie dans ce monde, donc il perçoit l'actualité extérieure, donc forcément, il sait que ça donne une autre teinte à certains de ses choix scénaristiques. Et à ce titre-là, bien sûr, il a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'il manie et comment il le manie. Mais le truc en fait, c'est jusqu'où tu peux prendre ces parallèles en compte dans ta démarche créative, jusqu'où tu peux prétendre à l'innocence et à l'absence de message sur ce qui est en train de se passer. C'est ultra délicat en fait, peut-être que Gunn, il avait en tête en fait la possibilité de ces parallèles qui seraient faits, ça l'a fait hésiter à emprunter certains, on va dire, chemins narratifs pendant qu'il écrivait, et peut-être que finalement il s'est dit bah non merde, j'y vais, parce que c'est ça en fait l'histoire qui convient à Superman, parce que ce qui est décrit dans le film en fait c'est un archétype de conflit. C'est David contre Goliath. Ça c'est au cœur en fait du personnage qui est Superman. Et là où ça devient intéressant de faire le film en 2025, c'est quand le système et notre rapport très ambigu à l'information se met en travers de ce qui a pu être considéré justement comme une démarche assez innocente de sauver la veuve et l'orphelin à une autre époque. C'est intéressant parce que Gunn veut revenir à l'innocence du matériau de base, mais en même temps, à travers ce que traverse Superman, il se demande littéralement si c'est possible. Et là, t'as une histoire. Quand certains reprochent au truc d'être trop superficiel dans sa manière de traiter le conflit, enfin, vous vous attendez à quoi? Une thèse en géopolitique? On est dans un blockbuster qui s'appelle Superman. Un blockbuster où d'ailleurs la nation de Boravia, c'est une nation qui existe dans l'univers d'ici depuis très longtemps. Et un blockbuster où le message à aucun moment ne prétend aller plus loin que bienveillance sinon les gars. Tout ça en fait évidemment c'est aussi lié à tout l'écosystème, notamment web, qui existe autour des films, qui fait tourner la parole, la conversation mondiale, autour des sorties, autour de plein de choses, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Le truc, c'est que si ton créneau, c'est le réactif, c'est être vraiment dans le fait de rebondir sur l'actualité, soit tu fais ton truc, tu essaies de parler avec le maximum de sincérité et juste donner ton avis, voilà, quel qu'il soit ton créneau, c'est de passer la soupe, soit c'est de faire de la hot take. Et parfois, la hot take, il faut l'aller chercher alors vraiment très très loin. The lighting felt random and out of place, especially the stuff in the apartment. What the hell is going on there? The VFX here. Cette critique, elle est lunaire. Le mec reproche l'éclairage de ces scènes d'appartement. C'est quoi le problème de ces scènes d'appartement? Bien entendu, le gars donne aucune explication technique de quel est le problème selon lui, ou comment tu pourrais filmer autrement ou éclairer différemment. Mais surtout, si tu reproches cette esthétique pour un film aussi homogène, enfin, pourquoi spécifiquement la scène d'appartement et pas tout le film de manière générale? Je comprends pas. Et de l'autre côté du spectre, why Superman would be a hero as opposed to a villain is because he grew up in America, because he has the American way, right? He's emblematic of what America is, that Hollywood cannot say the American way because they don't believe in the American way. They don't believe that America is unique. Et là tu te dis, quand même, sale temps pour les films qui essaient de prétendre à l'innocence. Et je crois que c'est pour ça qu'Internet a fondamentalement un problème avec les films qui se veulent innocents, c'est parce que un film que tu acceptes comme étant innocent, t'as fondamentalement plus rien à en dire sur ces créneaux-là. Ce Superman, c'est vraiment un bon quai d'école pour observer ce phénomène. Il y a aussi une notion d'ampleur à pas négliger. L'ampleur et la place que prend une œuvre dans le débat public et dans la conversation mondiale, on va dire, à son sujet. Ça joue beaucoup aussi, bien entendu, sur les attentes qu'on peut avoir. Si l'exact même scénario de James Gunn avait été adapté en animation, en direct ou streaming sur Amazon, il n'aurait pas du tout été scruté de la même manière, pas scanné de la même manière, et n'aurait pas du tout été la cible des mêmes critiques. En tout cas, le film a vraiment fonctionné sur moi.
j'ai retrouvé le plaisir que j'avais quand j'étais gamin à lire des comic books. Et pourtant, j'étais pas branché comic book, j'étais plus branché manga et BD franco-belge. Mais parfois, je demandais à ma mère de m'acheter un comic book, un petit truc, vraiment, à la maison de la presse ou quoi que ce soit. C'était genre les X-Men, j'avais loupé les 18 000 épisodes précédents, c'était dans je sais pas quel univers alternatif des X-Men, bref, je comprenais rien. Mais il y avait ce truc de propositions visuelles, des moments, des trucs, des machins, enfin bref. Et soudainement, tu raccordes les wagons, t'es projeté dans un truc qui te dépasse, mais en même temps, ça te donne l'impression d'un monde qui est très ample. Enfin bref, c'est chaotique, mais le chaotique n'est pas forcément voué à éclipser le plaisir que tu vas prendre devant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette question de l'innocence. Est-ce qu'un film aujourd'hui, de cette ampleur, peut prétendre à l'innocence, selon vous? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre opinion là-dessus. Et c'est tout pour cette vidéo sur le Superman de Gunn. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a Tipeee, mon Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Et bah tout simplement, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui arrivera sous très peu sur 28 ans plus tard de Danny Boyle. Et voilà, à vite.